Passionnant. Alors, il nous reste maintenant un petit moment pour les questions, pour les débats, à partir des 3 communications qui ont été prononcées depuis tout à l'heure. Alors, il faut que vous manifestiez sur ce qui s'appelle Q et R, hein, questions et réponses, à moins que vous ne préfériez entrer dans l'espace discussion. Il y a donc différentes possibilités. Je signale que nous avons eu 24 personnes participant à nos débats, bien sûr sans compter les panélistes. Donc peut-être que ces personnes ont des compléments, des questions. Je suis un peu attentive à 3 choses à la fois. Les mains levées que vous pouvez faire apparaître sur les écrans, le chat Q et R et l'espace de discussion. C'est beaucoup pour moi, c'est beaucoup à l'écran, hein. Je garde les yeux rivés sur les 3. Chloé. Alors Chloé, en plus, elle lève la main visuellement. C'est une 4e façon de se manifester, mais c'est la plus naturelle. Je vous écoute, Chloé. Oui, merci beaucoup. Moi, j'aurais une question pour vous, David Despelchin. Je me demandais, dans tous les projets divers et variés que vous nous avez montrés du monument, est-ce qu'on sait si c'est les mêmes reliefs, les mêmes sculptures qui sont employées ou si à chaque fois il y a des nouvelles épreuves qui sont tirées? Ou si c'est en quelque sorte les mêmes sculptures qui ont comme ça eu plusieurs vies. Alors évidemment, je mets à part le dernier monument dont je crois bien qu'il s'agit de tirages spécifiques, si je ne me trompe pas. Mais sur les premiers que vous nous avez montrés, c'est quand même assez étonnant. Je me demandais si c'était les mêmes œuvres qui avaient eu plusieurs vies. Merci. Merci pour cette question qui est très intéressante. C'est clair que tous les projets qui ont été introduits lors de la procédure publique de 1928, là, il y avait un cahier de charges très clair. Les œuvres, on travaillait avec les œuvres qui étaient déjà en possession de l'État belge. Donc, voilà, situation assez claire. C'est vrai que les différents projets qui ont été faits encore du vivant de Meunier, et même peu après sa mort, ce n'est pas très clair si on parle toujours des mêmes exemplaires. Dans les projets, alors déjà, on a tendance à comprendre, vu aussi que Meunier était avant tout un énorme amateur de la sculpture en bronze, parce qu'il était admirateur de la sculpture grecque ancienne. Donc, sans doute le fait que les reliefs, dans la version finale du monument, que les reliefs soient transposés en pierre, ce serait sans doute pas son choix personnel. Après, il y a la question de l'agrandissement. Voilà. Malheureusement, on a, et ça c'est une grande différence entre Meunier et Rodin, ou une des grandes différences, c'est que pour la recherche, malheureusement, on n'a pas le même type de ressources. On a peu de correspondance de Meunier. Il n'y a pas vraiment d'archives. Même le fonds Meunier que nous avons, le fonds d'atelier qui forme la base du musée Constantin Meunier, on parle d'à peu près 750 œuvres, mais ils font partie des musées royaux des beaux-arts depuis les années 1980. Et donc, malheureusement, toute la période avant, il y a eu 50 ans déjà de possession d'État entre 1936 et les années 80, mais où le musée n'était pas responsable. Avant, c'était les ayants droit de Meunier. Donc, il y a eu une énorme perte d'archives et aussi de matériel, parce que toutes les moules, même beaucoup de plâtres qui ont dû rester dans l'atelier de Meunier après sa mort, nous ne les avons plus aujourd'hui, et nous n'avons pas d'informations où ils se trouvent ou ceux qui ont été passés. Donc, tout ça fait que, voilà, sur les intentions de Meunier lui-même, avec ce projet, quelle œuvre, quel tirage il voulait utiliser, on tâtonne un peu
dans le noir, pour ainsi dire. Merci beaucoup. Bien sûr, Cécile, si vous pouvez donner la parole à Anne Pajot, j'en serais absolument ravie. Je n'arrive pas à... L'espace de discussion est bloqué sur mon ordinateur, donc je ne peux pas vous répondre par écrit. Je vous quitterai dans quelques minutes, mais bien sûr qu'Anne Pajot prenne la parole dès que possible. Alors, Anne, vous avez la parole, il faut juste que vous activiez votre micro et vous pouvez intervenir. Voilà. Je voulais demander, sur la photo de Druet de avant 1899 de la Tour du Travail, est-ce que vous avez dit en terre cuite, mais ça me paraît très sombre. Est-ce que ça ne serait pas ou une cire ou une terre crue foncée? Alors, si j'ai dit terre cuite, c'est une erreur, parce qu'on pense plutôt que c'est une terre crue. Donc, voilà, si j'ai parlé de terre cuite, c'est voilà, ma langue a fourché. Bon. Mais de la cire, ça serait possible ou pas? Oui, mais ce serait plutôt de la terre, d'autant que, en fait, on a une mention dans les archives d'une colonne en terre qui est envoyée en cuisson. Donc, voilà, moi, j'aurais tendance à penser qu'il s'agit de cette colonne-là parce qu'on est vraiment sur les bonnes années. Et donc, que cette colonne a été cuite. En tout cas, ce qui est sûr, et pardon, parce que je n'ai pas eu le temps de revenir là-dessus, mais je pense que vous avez bien vu qu'entre le premier modèle en terre et la maquette en plâtre, il y a de très grandes différences. Oui. Et d'ailleurs, la maquette en plâtre, et ça a été noté à l'époque, s'éloigne très largement de l'esthétique médiévale et a un côté beaucoup plus Renaissance. Et d'ailleurs, il y a des comparaisons qui sont faites avec l'escalier de Blois. Donc, on peut très bien imaginer que la colonne a été cuite puisqu'il ne s'agissait pas de la mouler pour en tirer une épreuve en plâtre. Voilà. Maintenant, je n'en sais pas plus. Je pense vraiment que c'est de la terre, surtout qu'on a des photos de détail où ça ressemble à de la terre. Et on voit qu'il y a des parties qui sont sans doute modelées et puis des parties qui sont des estampages, en fait, qui sont repris. Les bases des baies sont des petits estampages qui sont tous un peu identiques et qui sont repositionnés. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je crois que Claire Barbillon a dû nous quitter. Elle avait un impératif voilà, qu'elle n'a pas pu décaler. Donc, si vous voulez bien, je vais reprendre la suite. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions que je relayerai. Peut-être pour vous donner le temps de le faire, moi, je me posais la question, Cécilie ou peut-être Davy, est-ce qu'on sait ce que Dalou pensait de Constantin Meunier? Je pense qu'il connaissait forcément son travail. Est-ce qu'on a des témoignages notamment sur ce thème du travail, sur son... Alors, je prends la parole et après, je vous laisserai la parole, Davy. Mais moi, ce que j'ai retrouvé, c'est des comparaisons entre Dalou et Meunier dans la presse, hein, les articles là, que j'ai cités de Maurice Dreyfus. Je ne sais plus lequel, si c'est Dreyfus ou si c'est Vitry ou d'autres. Mais effectivement, il y a une comparaison faite entre les œuvres de Dalou et de Meunier dès l'époque, quoi. Après, j'ai pas de traces... tu vois, documentaire, j'ai pas de dessin de Dalou copiant Meunier ou de mention de lui faisant part de son admiration pour Meunier, mais ça paraît évident qu'il le connaissait, enfin, il avait ses œuvres dans les yeux, quoi. Davy, est-ce que vous avez des éléments sur le sujet? Non, malheureusement pas. Non, je reviens un peu où je suis obligé où je serais obligé de répéter ce que Cécilie vient de dire. J'ai pas de témoignage direct à ma connaissance de Meunier où il parle du travail de Dalou. Alors, sinon, moi, j'avais une question pour Chloé. Peut-être que tu l'as dit dans ta communication et que je n'ai pas fait attention, mais en dehors de l'emplacement, à un moment sur les lieux de la catastrophe de Courrières, est-ce qu'il y a eu un emplacement envisagé? Parce qu'on a quand même des projets, tu as montré les dessins de Néno, qui semblent quand même assez aboutis pour cette tour du travail. Est-ce que Rodin aurait voulu la voir érigée à un endroit précis dans Paris ou pas du tout? Enfin, je ne sais pas.
Est-ce qu'il y a des éléments là-dessus? Alors, on a des éléments. Maintenant, c'est quand même resté assez flou. Lui, je pense qu'il aurait adoré, c'est l'avoir sur le champ de Mars en espèce de… Enfin, il y a l'idée de la contre-colonne Vendôme, mais il y a aussi très vite l'idée de la contre-tour Eiffel, puisqu'il écrit cette tour Eiffel, en gros, quelle est son expression, enfin, qui ne sert à rien et qui n'est même pas belle. Enfin, c'est pas ces mots-là, mais c'est vraiment ce que ça veut dire. Et donc, lui, il voudrait faire un beau monument qui serait, au contraire de la tour Eiffel, un monument vraiment artistique. Et donc, il l'imagine sur le champ de Mars. Mais il n'y a jamais rien eu de concret. Et quand je parlais de surenchère, c'est que les premières estimations, on aurait été à 30 mètres de haut, et les dernières estimations, on est à 130 mètres. Avec des ascenseurs, vraiment quelque chose de colossal. Donc voilà, il y a rien de plus. Et l'idée de Paul Adam de l'avoir à Courrières, c'est vraiment son idée à lui, et elle n'aurait certainement pas abouti. Et je pense que, Rodin est clairement beaucoup plus dans l'idée de Daillot, même si ce que j'ai voulu montrer, c'est il refait ça à sa sauce et il s'éloigne aussi du projet initial que dans la lignée de ce que aurait pu défendre Paul Adam. La correspondance entre Daillot et Rodin est quand même très importante. On a beaucoup de lettres de Daillot dans nos archives. Daillot s'est vraiment battu. On sent qu'il a tout donné pour édifier le monument. Si peut-être une dernière chose, pour vous montrer aussi à quel point Rodin prend ses distances avec le projet initial, à un moment, pardon pour l'expression, mais il essaye un peu de refourguer son projet pour un projet de monument à la paix qui est lancé par Monsieur Carnegie. Donc voilà, il y a un peu l'idée qu'il faudrait à tout prix élever cette tour, et finalement, si c'est un monument à la paix et pas au travail, c'est pas grave. Voilà. Et certains témoignages laissent penser que si le monument avait été édifié, il aurait sans doute voulu s'y faire enterrer. Merci. J'ai une question pour Cécilie sur Dalou. On te demande si on sait quelle a été l'influence des esquisses et des éditions de Dalou chez les sculpteurs au début du XXe siècle, savoir si on retrouve un lien avec d'autres sculpteurs comme celui que tu as évoqué entre Meunier et Henri Bouchard. Oui, je pense, mais là encore, c'est quelque chose que je pense qu'on pourrait l'étudier un peu plus précisément. Il semble qu'il y ait quand même des sculpteurs, je pense à un certain qui n'est pas très connu, qui s'appelle Alfred Pina, qui a fait des travailleurs vraiment très proches de Dalou. Il y a quand même toute une petite catégorie de suiveurs de Dalou. Après, est-ce qu'il a une postérité sur des artistes ou des sculpteurs majeurs du début du XXe siècle? Moi, j'en doute, parce que l'art passe à autre chose, j'ai l'impression quand même. Tu vois, le réalisme passe un peu de mode quand même à ce moment-là. Donc, le monument va être redécouvert vraiment à la fin du XXe siècle, à la faveur de la redécouverte de la sculpture de cette époque-là. Mais ça mériterait d'être creusé. D'accord, merci. J'ai une autre question pour Chloé Ariot, une question de Juliette Singer. Elle rappelle que Tatlin se rend en France en 1913 et que le projet de monument à la 3e internationale a parfois été rattaché à la Tour du Travail de Rodin. Et de fait, elle se demande si, alors, au cours de tes recherches, tu aurais trouvé des traces d'une rencontre entre les deux artistes. Alors, pour ma part, je n'ai pas connaissance d'une trace de rencontre entre ces deux artistes. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas existé. Donc, moi, je ne peux pas vous répondre sur ce point. Par contre, ce qui est évident, c'est que dans la conception de ces deux monuments, il y a vraiment quelque chose plastiquement qui fonctionne, puisque dans les deux cas, on a l'idée d'un monument au travail qui fonctionne comme une spirale. Je ne pense pas qu'on puisse aller plus loin que dans cette comparaison plastique, puisque les conditions de réalisation du projet de Tatlin, vous le savez, sont évidemment très différentes et très militantes aussi, ce qui n'est pas du tout le cas c'est pas le même type de militantisme de tout. Donc non, moi, je ne connais pas cette rencontre.
Maintenant, la tour, elle a été publiée, il y a beaucoup de photos qui sont parues dans la presse, notamment en 1906 et après 1906, en fait. Donc, c'est tout à fait un monument dont Taqueline pouvait avoir connaissance sans qu'il ait besoin de venir à Meudon pour voir la maquette. Voilà. Mais c'est vrai que plastiquement et dans la comparaison, elle est un peu évidente, quoi. On ne peut pas passer à côté. Très bien, merci. Marine Kizliel, vous avez une question, je crois. C'est moins une question qu'une remarque à propos de cet échange que je trouve passionnant sur la question de l'ellipse et du monument qui monte comme cela enrubanné. Et je voudrais juste signaler, je vais vous mettre dans le chat, en tout cas pour les conférenciers, et je ne sais pas comment passer au public, mais un article, alors c'est un pas de côté, hein, mais assez merveilleux, que d'aucuns doivent peut-être connaître, de Paul Venn, qui s'appelle « Propagande, expression roi, image, idole, oracle », et qui est un article vraiment extraordinaire de Paul Venn sur la fonction politique des images et surtout leur illisibilité à partir de la colonne Trajane, mais de bien d'autres choses, et qui explique comment, en fait, par moment, lire les monuments n'est pas utile ou pas désiré par ceux qui les construisent, qui les érigent ou qui les font, mais au contraire, ce sont des signaux dans l'espace public. Et en ce sens, le côté comme cela, ascendant et peut-être enrubanné, suffit. Alors, c'est vraiment juste un pas de côté, mais parce que cet article est particulièrement intelligent et intéressant, et finalement a des échos à bien des époques. D'accord, merci beaucoup. On ira regarder ça avec beaucoup d'intérêt et je vous confirme que tous les participants et panélistes ont tous accès à votre lien tel que vous l'avez envoyé. Alors, il est 12h30. On a encore le temps éventuellement pour une dernière question s'il y a des regrets. Sinon, on va peut-être conclure la matinée. Ah, est-ce qu'on ne t'entend plus, Cécile, ou je me trompe? J'ai l'impression qu'il y a un petit souci technique du côté de Cécile. Donc, je ne sais pas. C'est bon? Moi, je voulais juste, pour rebondir là sur ce qui avait été dit à propos de Rodin, Taqueline, c'est vrai qu'on ne pouvait pas étendre l'exposition au XXe siècle, mais c'est évident qu'il y a quand même une postérité et ça serait assez passionnant de creuser dans cette direction-là, hein. Il y a un lien. Enfin, quel lien y a-t-il entre ces monuments républicains et puis ensuite les sculptures de l'époque soviétique, enfin voilà, qui sont vraiment des œuvres de propagande. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'œuvres de propagande pour Dalou, Meunier, Rodin. J'espère qu'on l'a quand même assez bien montré. On voit que ce sont quand même des œuvres très personnelles, à l'écart quand même de la commande publique. Mais c'est vrai qu'elles vont quand même avoir une postérité au XXe siècle, en tous les cas, de ce côté-là. Mais ça, c'est en tous les cas, à notre connaissance, un sujet qui est encore largement inexploré, quoi. Il y a encore des choses à dire là-dessus. L'appel est lancé pour un musée qui voudrait prendre en charge l'organisation d'un deuxième volet. Nous, on sort de notre période chronologique au musée Camille Claudel, mais je pense que d'autres musées seraient tout à fait fondés à organiser ce deuxième volet. Alors, je regarde bien sur tous les fils de discussion s'il n'y a pas d'autres questions ou réactions et de la part des participants. Très bien. Écoutez, si vous êtes d'accord, je propose qu'on clôture cette matinée. Merci vraiment à tous les intervenants pour la qualité de vos interventions. Merci aux participants pour leur attention. Et puis, on vous donne rendez-vous cet après-midi à 14h, donc en utilisant le même lien que celui que vous avez utilisé ce matin pour la suite de la journée. Avec la suite des communications. Merci à tous et à tout à l'heure.